Alors, bonjour à tous. Nous voilà dans un nouveau cadre. Nous sommes ici à Platja d'Aro en Catalogne pour le numéro 101 de MPCM et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Picard que vous allez découvrir. Et puis la première question que je pose à mes invités régulièrement, c'est les 3 livres qui t'ont marqué, que tu conseilles pour des raisons diverses à ceux qui nous écoutent. Quels sont-ils ? Le premier livre qui m'a frappé, c'est Les Mains du Miracle de Joseph Kessel. C'est en fait l'histoire du docteur Félix Kersten, qui était un médecin thérapeute et qui a été très très connu, notamment dans l'Europe du Nord, et qui avait la particularité d'être un médecin qui, par apposition des mains, pouvait soigner des douleurs, et plus particulièrement des douleurs, soit de l'estomac, soit du ventre. Il a soigné entre autres la famille royale des Pays-Bas, et c'est venu aux oreilles ces résultats, parce qu'il n'y avait pas que cette famille, bien entendu, il avait une foultitude de clients, et c'est venu aux oreilles de Himmler, chef de la Gestapo, qui avait des douleurs atroces d'estomac. Et donc il avait convoqué une première fois ce docteur qui en fait a commencé à le soigner par apposition des mains. Et à chaque fois qu'Himmler faisait avant de faire un discours, il conviait ce docteur à venir le voir parce qu'à chaque fois il avait des crises mais très importantes. Et donc petit à petit il y a une confiance qui s'est instaurée entre Himmler et ce docteur. Si bien que, en finalité, ce docteur a réussi à l'amadouer dans les actions d'Himmler. Pour résumer, il a sauvé 100 000 juifs. Parce qu'Himmler avait confiance envers son docteur, et ce docteur, en le faisant parler, le docteur lui disait « mais écoutez, ne faites pas tel acte, ne faites pas tel acte ». Et en fin de compte, Himmler l'a écouté. Donc il a sauvé presque 100 000 juifs, et d'ailleurs ce docteur a été... Je rappelle le titre. Les Mains du Miracle. D'accord. Et c'est vraiment Les Mains du Miracle. Et ce docteur a été notamment 2-3 ans avant sa mort, dans les années 60, a été décoré par le général de Gaulle, de la Légion d'honneur, entre autres. Le deuxième livre. Le deuxième livre, c'est Où tu porteras mon deuil. Alors, Où tu porteras mon deuil, c'est en fait un livre qui a été écrit par Dominique Lapierre. Dominique Lapierre est un écrivain très connu, qui a écrit entre autres Paris brûle-t-il, qui a écrit d'autres livres très, très célèbres, notamment La Cité de la Joie, sur Bhopal, etc. Mais entre autres ce livre qu'il a écrit avec Harry Collins, parce que c'était un binôme qui marchait bien à une époque. Où tu porteras mon deuil, en fait c'est l'histoire de c'est l'histoire de l'Espagne pendant la guerre civile. C'est le portrait de l'Espagne pendant la guerre civile. Mais c'est également le portrait d'un jeune garçon orphelin qui à l'âge de 20 ans courait les taureaux. Il allait dans les champs et il taurait les taureaux. Eh bien, ce jeune orphelin est devenu milliardaire. Il s'appelait Manuel Benítez. On le connaît plus sous le nom d'El Cordobés. On va peut-être en parler tout à l'heure, puisque voilà. Il fait partie du livre. Il fait partie un peu de mon livre. Et le troisième Alors, le troisième fait également partie du livre. C'est un livre d'un écrivain que j'ai très, très bien connu, qui s'appelle Eric Jung. Eric Jung était un monsieur qui est décédé il y a 2 ans. Il était avant tout, dans sa jeunesse, il a été policier. Il a travaillé à la brigade de recherche et d'investigation à la BRI au 36 quai des Orfèvres à Paris, est devenu un personnage très, très connu. Et de son métier de policier, il est devenu écrivain. Et il a écrit beaucoup de livres, et notamment un livre qui a également retenu mon attention, qui est l'assassinat qui s'intitule Manson et l'assassinat de Sharon Tate.
Et c'était en 1969, cette femme actrice a été assassinée dans des conditions atroces dans sa maison de Los Angeles avec 4 autres personnes. Et en fait, cet écrivain, de par peut-être son ancienneté, de par son métier d'origine, a écrit un livre très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il avait un ami qui était au FBI. Et donc, il a pu collationner un certain nombre de documents, ne serait-ce que le procès qui a eu lieu, donc a pu réaliser ce livre qui est un peu une sorte de roman policier, mais avec des vérités. Voilà. Alors personnellement, je me suis donné comme lecture, avant d'être interrompu par celle-ci, durant l'été, un livre que je n'ai jamais eu le courage de commencer, un grand de la littérature, un espagnol, Cervantes, le Don Quichotte de la Manche. J'en suis à la moitié et je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les histoires de chevalerie errante. Et puis un homme à la triste figure avec Sancho Panza, c'est vraiment un classique parmi les classiques que je vous recommande, qu'on trouve dans toutes les bonnes éditions de poche. Et puis alors, si nous sommes ici, c'est parce que, alors d'abord, voilà le livre. Fabrice Picard, je ne vous dirai pas le titre parce que je laisserai le soin, pour une fois, à mon invité de dire quel est le titre, comment tu prononces le titre de ton livre. Alors, en fait, ce titre, je l'ai dans ma tête depuis de très nombreuses années. Et quand il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'écrire, je dirais plus mes souvenirs que mes mémoires, parce que comme je dis souvent, nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons. Donc, non mais juste le titre. Donc j'ai voulu écrire un livre qui donne qui incite à me découvrir, ne parce que par le titre. J'ai mis blessure de G. Donc tu le prononces blessure de G. Je le prononce blessure de G. Pourquoi? Il y a 3 points de suspension. Parce que quand j'ai invité un certain nombre d'amis auxquels j'ai remis ce livre, parce que ce livre n'est pas destiné à la vente pour l'instant, mais il est plutôt destiné à être remis à des amis qui me connaissent, mais qui, pour certains, m'ont découvert. Donc, je laissais un peu le côté interrogation. On ne va pas spoiler d'ailleurs voilà. le G. Voilà, donc le G, ça voulait tout dire. On va simplement dire que ce n'est pas un livre de soldats. C'est absolument pour ceux qui croiraient que le G ne veut pas dire le mot guerre. Voilà, exactement. Et c'est marqué dans le livre. Alors, j'ai lu ce livre avec un grand plaisir aussi parce qu'on se fréquente depuis quelques années ici en Catalogne et puis effectivement on trouve toute une série d'anecdotes et de parcours de vie, etc. Mais je dois dire, il y a un moment donné où tu dis, lorsque j'ai écrit ces quelques lignes, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors je dois te dire, ça me donne d'ailleurs même la chair de poule, je ne sais pas pourquoi en le disant, mais je veux juste lire ce début parce que il y a toute ta vie, et puis naturellement, à un moment donné, on se pose la question de Dieu personnel, mais c'est pas ça, puisque tu vois déjà où je veux en venir. C'est Dieu qui te reçoit et qui se dit « Ah, tu veux m'entendre dire ça, alors je te le dis. » Et c'est Dieu qui s'exprime. Puisque tel est ton plus grand et plus profond regret, je le sais, viens. Je te mène à ton père et à ta mère, afin que pour la première fois, tu les vois enfin ensemble. Quand tu entends ces mots qui sont dans ton livre, juste maintenant, c'est quoi l'effet sur toi? Ben, tu le vois bien, au niveau des yeux. Pourquoi? Parce que j'ai eu une blessure étant jeune, c'est-à-dire que mes parents se sont séparés et quand j'étais très jeune. Et c'est une blessure en fait
je n'arrive pas à guérir, à soigner. Donc je l'ai soigné d'une certaine façon en étant très combattant et combatif soit dans mon travail, soit dans la réalisation de ma vie personnelle, vie familiale et professionnelle. Mais je dirais pas un genre de testament. Non, parce que ton intention elle est absolument claire, tu l'exprimes dans le livre. Oui. C'est pas une biographie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que aussi j'ai eu la chance, même si mes parents se sont, je dirais, séparés, ce qui n'est pas le cas malheureusement de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées où les enfants sont des enfants divorcés, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui ne m'ont jamais dit du mal de l'un ou de l'autre. Donc c'est pour ça que je veux les rencontrer quand je vais être là-haut. C'est un désir. En lisant ce livre en filigrane, je me suis rappelé à titre personnel les 275 articles que j'ai écrits dans une série qui s'appelle Patatras, qui traite, on va dire, de la protection de l'enfance, des divorces, de tout ce qui se passe là-dedans. Et puis j'ai envie de te demander, mais avec ton expérience et le fait que tu as porté ça, quel message tu voudrais donner à ceux qui sont dans ce champ-là? Et oui, comment traiter, parce que les ruptures, il y en aura toujours, bien sûr, etc. Mais parce que finalement, ça dit tout, cette phrase. Je veux dire, elle est impressionnante. On arrive à ce moment, on se dit, non, là, le gars, il nous dit quelque chose d'intime, c'est pas simplement pour nous mettre de la poudre aux yeux. Et donc, comment transmettre ce quelque chose à autrui qui se battent dans ces procédures infinies de protection de l'enfance? Ouais, je dirais que, bon, je le dis un peu au début de mon livre, même pas mal. En fait, je n'ai pas voulu donner des exemples ni des leçons, mais j'ai voulu donner une certaine leçon de vie et leur dire que mon exemple peut également leur servir. Dans ma famille, j'ai mes enfants qui sont avec des femmes dont les parents sont divorcés ou séparés, mais soit très jeunes ou soit là récemment, il y a quelques années pour l'une d'entre elles. Donc, en fait, chaque cas est un cas particulier. Il est là le problème. On ne peut pas donner une leçon à tout le monde ou des conseils à tout le monde. C'est très particulier. Il faut déjà avoir, je dirais, dans les séparations, que les parents soient, je dirais entre guillemets, intelligents. Parce que s'ils ont fait un enfant, ils l'ont fait, je pense, par amour. Et s'ils ont l'intelligence de ne pas dire du mal, quelles que soient les séparations qui sont parfois très dures, il faut qu'ils soient respectueux parce qu'ils ont eu un enfant. Une séparation sans enfant, c'est pas grave. Une séparation avec des enfants, ça fait des dégâts, la preuve. Alors, je le dis très souvent à mes clients, moi, avocat, que ce soit les papas ou que ce soit les mamans, et c'est un conseil qu'ils reçoivent, on peut dire, pratiquement. Je suis content que Fabrice, on n'a pas préparé cette émission, on a une conversation, de se dire que finalement, le plus important, c'est pas de dire du mal d'autrui, de l'autre, devant les enfants. Et je crois que là, on a déjà fait un gros pas, et peut-être avec des réhabilitations qui sont plus tard. Bon, il y a ton parcours scolaire avant. J'ai envie de dire, comment tu as choisi ta voie d'études? Donc tu t'es lancé dans des études de commerce, une école de commerce. Oui. Là je suis déjà au niveau juste post-préparatoire. Oui. Pourquoi ce chemin-là? Alors, au départ, lorsque j'ai fait mes études enfin je l'ai écrit jusqu'en 3e, je travaillais pas beaucoup, mes études me poursuivaient. Et après, j'ai été en pensionnat, la 3e à la terminale. Là, je me suis mis vraiment à bosser parce qu'il fallait que j'ai mon bac. Bon. Pendant cette scolarité au Collège Sainte-Barbe, j'en parle dans mon livre, qui était à Paris, il y avait une école préparatoire vétérinaire. Et en terminale, comme c'était un peu le bazar dans l'étude où j'étais, on restait le soir, puisque j'étais pensionnaire, j'allais travailler avec les vétérinaires. Parce qu'il y avait une très grosse école prépa.
Et donc, pour avoir la paix, ils m'avaient accepté, travailler leur concours, et moi, j'ai essayé de travailler mon bac. Voilà. Et puis, en discutant avec des élèves vétérinaires, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être, pourquoi pas, véto. Et quand j'ai vu le nombre de documents qu'ils devaient ingurgiter pour passer ces concours, je me suis dit, je n'en ai pas la capacité. Et puis après, je dirais qu'aussi le côté, parce que j'ai fait deux, trois choses qui en fait étaient un peu commerciales, me plaisaient assez, c'était le contact des gens, aller vers les gens. Et comme j'étais quelqu'un d'assez réservé, je le suis toujours d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi pas aller vers une école de commerce. Donc je suis revenu dans le centre de la France faire une école préparatoire, j'ai préparé plusieurs concours et j'ai intégré, au bout d'une année, j'ai intégré une école, je suis remonté à Paris pour intégrer une école parisienne. Alors là, la vie associative des étudiants, ça a joué un rôle chez toi assez important. Oui. Et j'ai pensé en cours de lecture, avec cette absence de famille au sens on va dire, commun du terme, que tu t'es construit à ce moment-là, cette famille étudiantine, et tu as foncé dans des ouvrages pour l'aide, par exemple, l'aide aux associations, aux enfants, etc. Est-ce que c'est un mauvais regard que je porte là sur le pourquoi, du comment Non, tu t'es investi beaucoup dans ces associations? Oui, je me suis investi parce que, parallèlement à mes études de commerce, je voulais vraiment découvrir le monde extérieur. Je ne voulais pas simplement me cantonner à mes études scolaires. Donc j'ai tout de suite intégré ce qu'on appelait à l'époque le bureau des élèves. Et de là, j'ai fait pas mal de choses, des choses très intéressantes. J'ai monté des spectacles, j'ai monté avec des gens très célèbres. Donc je réussissais pas mal d'ailleurs dans ce domaine. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, dans mon livre, je dis j'aurais voulu peut-être être un producteur, comme l'a été à une époque Camus pour Johnny Hallyday ou autre. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette idée-là. Je voulais monter des spectacles parce que je réussissais. J'en parle pas dans mon livre, mais j'ai participé à la réalisation de tables rondes avec des journalistes célèbres, des hommes d'actualité, de politique et autres célèbres. Bon. Et tout ça m'a fait découvrir un peu le monde extérieur par rapport aux études supérieures. Et ça m'a attiré sur certaines choses. Et les concours de circonstances ont fait que aussi, notamment qu'en troisième année, j'avais créé une association au sein d'une association internationale qui m'a fait partir en Égypte avec toute une bande de copains où on a fait des études de marché. Donc on rentrait déjà dans le domaine des entreprises, c'était de la négociation avec les entreprises. Et puis ça faisait partie aussi de nos études, parce qu'on avait des rapports à faire, d'activités pour nos études. Et j'ai fait un stage aussi à l'international, chez Ricard, entre autres, pendant plus d'une année, où le directeur à l'époque Alain Juillet voulait m'embaucher. Bon. Et puis de là, en fait, mon père avait créé aussi des affaires à l'export, et il m'avait dit, tu ne travailleras pas avec moi, mais si tu veux, ta première expérience à la sortie des écoles, comme il voyait que j'avais fait pas mal de choses, je t'envoie à l'étranger parce que ça peut être bénéfique pour toi. Et voilà. Alors pourquoi finalement le feu ? Pourquoi le feu ? Pourquoi la lutte contre l'incendie ? Pourquoi c'est ce domaine-là qui a été le tien dans ta vie professionnelle ? Oui, pendant plus de 40 ans, j'étais dans la protection incendie, tout simplement parce que mon père avait créé... mon père, qui est dans les années 50, de 57 à 62, est allé pour X raisons en Algérie, et importé un tout petit peu de matériel entre autres d'autres activités qu'il avait, importé un petit peu de matériel incendie en Algérie d'une société qui se trouvait à Montluçon, dans le centre de la France. Bon. Et quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il fallait rentrer en France et trouver un métier. Donc mon père s'était dit, tiens, pourquoi pas aller voir cette société où j'importe du matériel, et rencontrer le patron qui était dans un balbutiement, je dirais, de création d'entreprise, et qui lui avait dit, écoute, si tu veux,
je t'embauche et tu viens avec moi, je suis en train de créer une affaire avec des représentants et j'étais représentant avant moi d'extincteurs, mais on va peut-être se mettre à en fabriquer et à fabriquer pour le compte d'entreprise, etc. Donc c'est ce qu'il a fait. Après mon père a créé des filiales. Il en a créé une au Cameroun, une en Côte d'Ivoire et une au Canada. Voilà. Donc il a créé 3 filiales et c'est dans une de ces filiales, enfin je suis allé dans les deux, je suis allé au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire où j'assistais, disons, des directeurs qui étaient déjà implantés là-bas et qui avaient besoin d'un coup de main parce que les pays étaient en Ta connaissance des produits spécifiques à la protection de l'incendie est acquise naturellement après les écoles professionnelles et de commerce. Oui. Et ça se fait comment, cette connaissance précise de tout le matériel? Je suis allé en formation chez des fabricants parce que je ne vendais pas que de l'extincteur, j'ai vendu de très grosses installations. Donc moi, mon métier, ça pouvait aller... Quand on dit très grosses installations, on parle aussi d'installations pétrolières, par exemple? Oui, j'ai fait des grosses installations dans des grandes salles informatiques, dans les sociétés minières. J'ai équipé des plateformes pétrolières au large du Gabon. J'ai équipé toutes les frégates de surveillance de la Marine nationale. Et donc, je me suis pris aussi au jeu pas d'inventer les produits, mais de mettre au point des concepts et des produits qui sortait un petit peu du cadre de nos fabrications standards. Donc ça m'intéressait énormément parce que je trouvais des marchés. Par exemple, il y a plein d'allusions de ce type-là dans le livre. Je pense que c'est un peu technique, mais... Ouais, par exemple, au bout d'un moment, j'étais à coquiner avec un monsieur qui avait d'excellentes relations auprès du GIGN et du GIPN en France. On s'est mis à produire... tout au moins à réaliser des extincteurs bleu, blanc, rouge et à les vendre au GIGN. Ces extincteurs étaient chargés de produits CS qui permettaient d'intervenir lors notamment de fameuses prises d'otages qui ont eu lieu ou autres avec ces produits-là. J'ai équipé des hélistations, des frégates de surveillance de la Marine nationale, des frégates saoudiennes aussi. Parce que j'avais des très gros clients dans le domaine des grands comptes, ce qu'on appelle, puisque j'avais aussi une activité au départ de patron des grands comptes en France, donc comme l'armée de terre, l'armée de l'air et la Marine nationale. Donc on a mis au point certains produits qui permettaient d'éteindre des hélicoptères en cas de crash sur les hélistations, sur les bateaux. J'ai fait des protections incendie du gazoduc de Russie parce qu'on a mis au point un appareil qui pouvait résister à des températures de moins 60 degrés. J'ai plein de choses comme ça. Alors, il y a toujours une ou deux questions d'actualité, c'est pas le but de cette émission, mais naturellement, nous tournons cette émission-là le 23 juillet 2026, et 23 juillet 2026, ici en Espagne, en France, plein d'incendies, de forêts, criminels ou pas, accidentels ou pas, etc. C'est quoi ton regard? Est-ce que tu as le même regard que nous autres simples, ou bien tu as un regard quand tu vois les émissions de télévision, tu vois ce qui se passe, tu lis la presse, etc. C'est quoi ton regard professionnel sur les incendies en France et en Espagne? Oui, alors c'est quand même une autre activité que celle que j'avais. Moi, j'étais dans un domaine qu'on appelait les moyens de premier secours, c'est-à-dire d'intervention. Voilà, c'est-à-dire les 400 ou 500 000 débuts d'incendie qui peuvent exister, un feu de cuisine, un feu dans une salle informatique, dans un entrepôt. C'est là où notre métier vraiment intervenait. Mais j'ai été quand même confronté à des incendies, enfin à des demandes pour fournir, je dirais, des produits pour certains feux de forêt, notamment des feux d'EVA en Afrique et des choses comme ça. Bon, alors mon regard là-dessus, il est très simple. C'est que, d'abord, il faut partir du principe que les incendies qui existent actuellement en France ou en Espagne, 95% des incendies sont criminels. Ça, c'est... Voilà. Le deuxième point, c'est l'erreur humaine. C'est-à-dire que toute personne qui possède une maison, ou notamment par exemple ici en Espagne sur les hauteurs, devrait, ou tout au moins avec le concours des communes, etc., défricher au maximum ce qui se trouve autour des maisons.
Parce que là, on a vu carrément des maisons brûlées, le feu arriver dans la salle à manger. C'est inacceptable, inacceptable. Donc ça, c'est ça. Troisième chose, c'est un manque de moyens techniques. J'ai vendu une fois dans ma vie un camion d'incendie, donc en Afrique, mais c'est les moyens techniques. Il y a 8 Canadair ou 10 Canadair qui circulent actuellement en France. Il y en a, je crois, 1 ou 2 qui sont en panne. On n'investit pas assez dans les moyens avec les corps de sapeurs-pompiers. On ne leur met pas les camions qu'il faut, on ne leur met pas les hommes qu'il faut, et on ne leur met pas tout ce qui est matériel derrière qu'il faut. Voilà. Là-dessus, on devrait mettre le budget et aussi la formation des gens. Voilà. Et puis alors, parce que les produits, il y a aussi des interventions avec les Canadair, il y a aussi ce qu'on appelle les produits retardants, qu'on voit très peu, c'est les fameux produits couleurs qu'on voit qui permettent de délimiter, ça a été beaucoup utilisé à une époque dans les Landes, pour essayer de cloisonner le feu, ce qu'on appelle le fixer, ouais. Voilà. Et après pour éviter sa propagation. Mais ça coûte très cher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 8 Canadair qu'on devrait avoir, c'est au moins le double. Quand il y a eu les feux dans la région parisienne, c'est la première fois que ça arrive. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Malheureusement, c'est criminel. Donc on ne peut pas être partout non plus. Donc quand les Canadair sont dans le Var, ils ne peuvent pas être dans la région de Bordeaux. Donc voilà. C'est mon regard. Et puis alors, naturellement, il y a eu ce drame à Crans-Montana. Oui. Ça, c'est un domaine que tu connais peut-être un peu mieux. Oui. Tu as lu, enfin, oui. Nous n'avons pas, ni toi ni moi, accès au dossier, mais tu as ton regard, on va dire, de professionnel. Le français, par rapport à ce pays réglementaire qui est la Suisse, où tout devrait être parfait, etc. Oui. Quel regard tu portes sur moi, ce mon regard, il est très simple. Ayant travaillé dans des pays en voie de développement, où il y avait, pour ainsi dire, aucune norme, personnellement, je me suis battu avec les assureurs pour faire appliquer dans des pays comme la Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal et autres, les lois françaises en matière de protection incendie, qui ne sont pas si mal faites que ça. Donc à partir du moment où on applique des lois, ensuite on a je dirais nous en tant qu'installateurs, des agréments par la plénière des sociétés d'assurance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi quand on prend un établissement, alors notamment un établissement recevant du public, la discothèque est classée dans ce domaine, il y a des normes à respecter. D'une part, il faut que les normes soient, que ce soit au niveau installation du matériel incendie, que ce soit au niveau information, c'est-à-dire alarme, etc., en ordre de marche, il y a des normes. Donc tout ça, nous, on savait faire. Tout ce qui est, en plus de l'extincteur, ce qu'on appelait des robinets d'incendie armés qui peuvent être installés, c'est-à-dire les tuyaux avec l'eau pour pouvoir intervenir en seconde intervention. Ensuite, il y a tout ce qui est vérification des matériels, il y a des lois. Alors il y a soit une vérification annuelle, soit biannuelle. Il y a ce qu'on appelle les commissions de sécurité. C'est là-dessus où j'ai regardé un peu ce qui s'était passé en Suisse. Les commissions de sécurité qui doivent obligatoirement faire un PV avant ouverture d'un établissement quel qu'il soit et donner l'autorisation à l'accès au public. Ensuite, il y a aussi, je dirais, le concept de l'établissement. Est-ce qu'un passage d'un escalier va laisser, en cas d'évacuation du sous-sol où il y a, je sais pas moi, 500 personnes, la possibilité de passer en un temps minimum et que tout le monde évacue dans les temps, qui évacue correctement, sans pour cela se bousculer dans les couloirs, etc. Est-ce qu'au niveau porte de secours, ça a été noté? Et tout ça fait l'objet aussi de comptes rendus, et de comptes rendus qu'on doit donner aussi au service au niveau des assureurs, c'est-à-dire les PV, comme quoi les appareils qui ont été installés sont des appareils normalisés, pas des trucs qui viennent de Chine, mais qui ont bien les normes, etc. Donc, après, il y a
tout ce qui est signalisation. Est-ce qu'il y avait la signalisation, c'est-à-dire les plans d'évacuation? Nous, on en faisait des foultitudes de plans d'évacuation, c'est-à-dire quand on se trouve à l'endroit, dans un établissement, quel est le chemin que je dois prendre en cas d'évacuation? Il y a ce qu'on appelle aussi, pas entrer dans les domaines techniques, mais des plans d'intervention. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui est donné aux pompiers et qui, lorsque ils ont l'information comme quoi il y a le feu dans la boîte de nuit à tel endroit, quand ils montent dans le camion, ils ont le plan de l'établissement avec tout ce qu'il y a dedans. Donc ils savent où il faut aller et comment. Quel est ton regard de professionnel sur un élément qui appartient au droit qu'on appelle la causalité naturelle ou adéquate, le lien entre toutes ces petites omissions, indépendantes souvent les unes des autres, avec le résultat final? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il y a quand même cette part de destin dans cet accident, ou alors tu relis toutes ces petites... moi c'est une part de négligence. Parce que quand on entend que la dernière commission de sécurité, elle remonte à 3-4 ans, c'est inadmissible. Déjà donc pour ça, moi, ah non, déjà. Ah non, il n'y aurait même pas le droit d'ouvrir. C'est-à-dire que, bon, ça s'est passé début janvier, je crois. Le 1er janvier. Le 1er janvier. Donc alors, en plus, un 31 décembre, on sait très bien que les boîtes de nuit, elles sont pleines, et que le 29 décembre, une commission aurait dû passer. Allez, j'implique le maire, au moins du village, doit être présent. Bon, on sait que les boîtes vont être pleines. Est-ce que la boîte qui recevait 500 personnes, maximum, on a peut-être reçu 700, 800? Bon, c'est pas les chiffres, mais enfin bon. Non, mais ouais. Je donne un exemple, c'est-à-dire recevoir plus qu'elle ne doit recevoir. Est-ce que tout ça a été respecté à l'entrée? Parce que c'est vrai, il faut faire de la billetterie le 31 décembre. Bon, voilà. Non, mais bon. Donc très sévère mon regard quand même. J'ai un regard très sévère parce que pour moi c'est de la négligence de beaucoup de personnes. D'abord du patron du patron de la boîte, une négligence. On change complètement de sujet. Ce qui m'a un peu troublé dans ce livre, c'est ton regard qui est très différent entre l'Afrique de hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Et j'ai pensé en écrivant ça, comment tu vois le regard, on va dire, parce qu'on pourrait te reprocher le fait que finalement, c'est entre guillemets le colon français qui a ce regard sur l'Afrique d'hier, qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Parce que tu as des pages qui sont assez fortes où tu expliques que l'Afrique aujourd'hui, c'est plus celle que toi tu as connue. Tu peux t'expliquer Alors, moi, dans les années où je suis allé en Afrique, c'est-à-dire en 1977... J'ai passé beaucoup de temps en Afrique. Hein. Ah oui, j'ai passé plus de 30 ans en Afrique. Donc, j'ai connu des colons. Je les aimais pas. Je n'ai jamais accepté ce genre de choses. Et d'ailleurs, je le dis dans mon livre. J'ai jamais traité, je dirais, un Africain... Ça se ressent très fort, ça. Et en plus, qui travaillait avec moi, j'ai jamais maltraité. La seule chose que je pouvais dire, si tu n'es pas content, tu prends la porte et tu vas travailler avec tes frères. Il me disait, je préfère rester avec toi parce que moi, avec toi, je suis sûr d'être payé, tandis que si je vais chez mes frères, je ne serai pas payé. Pour la plaisanterie. Mais mon regard, il est très simple. Parce que moi, j'ai eu la chance, de travailler dans des pays, alors notamment la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun, mais surtout la Côte d'Ivoire que je connaissais bien, à un moment où la Côte d'Ivoire a explosé, j'irais dans le bon sens, avec le président Houphouët-Boigny, et qui a développé ce pays d'une manière extraordinaire, et donc où il y avait quand même 50 000 Français quand j'y étais. C'est quand même impressionnant. Bon. Et je dirais 50 000 patrons d'entreprises. Donc c'était ça, voilà. Aujourd'hui, pourquoi je fais la différence? Mais c'est très simple. Depuis, disons, environ 2016, tous les pays de l'Afrique saharienne ont complètement changé. Pourquoi? Parce que d'abord, dans les dernières années, et notamment après le président Chirac, on a complètement abandonné l'Afrique, alors qu'on aurait dû continuer à l'aider.
à l'assister. Mais il y a beaucoup qui disent, par exemple, en pensant à M. Bolloré ou à d'autres personnes, que la France a pillé l'Afrique et que ça, c'est le retour de manivelle presque obligatoire. Il faut savoir que ce qu'on entend là, ce que tu viens de dire, tout cela est fabriqué par les réseaux sociaux, par des gens qui sont... Pour toi, ça ne correspond pas à la réalité? Non, pas du tout. Pas du tout. Par des manipulateurs qui jouent aujourd'hui, notamment, maintenant, ce sont des Russes qui sont actuellement implantés en Afrique de l'Ouest. Ils sont payés par la Russie pour faire passer ces messages, pour essayer de renverser, en fait, la pensée des Africains et de la renverser contre nous, contre le blanc. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique aujourd'hui a complètement changé. Parce que comment dirais-je? Mais est-ce que l'Europe a encore une chance de se faire accepter différemment en Afrique ou bien pas? Qu'est-ce que tu dirais à un ambassadeur suisse, puisque j'ai un ami suisse qui est ambassadeur de 35 pays africains, qui a côtoyé avec beaucoup de voyages, etc. Ça va être intéressant à rencontrer. Peut-être qu'on va organiser ça. Avec plaisir. Mais c'est quoi le message qu'il doit pouvoir faire passer à ces gens qui pourraient être reçus par ceci? Moi, le message qu'on pourrait continuer à faire passer, c'est-à-dire qu'il y ait une aide et une assistance avec ces pays-là. On a besoin de ces pays-là. Pourquoi Total est bien implanté en Afrique, notamment au Gabon? Pourquoi Bolloré, qui était un de mes très gros clients en Afrique, j'équipais tous les dépôts pétroliers des ports et tout ça. Bolloré a racheté pas mal de ports. Bon, comment dirais-je, le message qu'on peut passer, c'est l'aide, et non pas de continuer à, je dirais, traiter ces gens-là comme des petits garçons. C'est ce qu'on fait récemment, c'est ce qu'a fait Macron récemment dans ses différents déplacements. C'est ce qu'il a fait notamment au Burkina Faso, c'est ce qu'il a fait dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il n'y va pas trop actuellement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'il les a traités plus bas que terre. Et les présidents, ce sont des gens qui ont une certaine éducation, qui ont fait leurs études soit aux États-Unis ou en France. Faut arrêter de les prendre pour ils savent se débrouiller tout seuls. On a l'impression qu'aujourd'hui, on vient je dirais pas les remplacer, mais leur montrer qu'en fait, on est plus fort qu'eux. Non, il faut leur montrer qu'on est là peut-être pour collaborer ensemble, pour essayer de trouver des échanges, je dirais, commerciaux ensemble, choses qui peuvent se faire, et pour les aider, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan économique. C'est mon point de vue. Et puis alors, dans le livre, on voit que tu as noué des relations, on va dire, intimes avec certains gros industriels africains, puisque tu as même assisté à l'ensevelissement d'un musulman. Je dis musulman parce que là on voit que tu traites le musulman comme n'importe qui est devenu une sorte d'ami, etc. Tout à fait. Avec ces quatre femmes, on est dans une autre culture. Oui. Comment tu as approché ça sur la longueur? C'est-à-dire c'est-à-dire comment se sont nouées cette relation, qui est une relation vraiment intime avec des... Mais non, parce que je dirais tous mes clients étaient des amis. Sont devenus des amis. Pourquoi? Parce que je les ai traités, non pas comme des noirs, je vais être direct, mais non pas comme des noirs. J'avais pas en face de moi j'avais des gens sur le plan, notamment des patrons d'entreprise, entre autres celui-là qui était, il faisait partie de la commission des sages à Bamako. C'était un industriel très très connu qui avait énormément d'activités industrielles. Il avait un très gros groupe, et dans ce groupe, j'avais moi une partie. Il avait développé un département incendie, un département protection incendie. Donc, moi je venais que pour ma partie, mais c'est un industriel qui faisait de l'eau de javel, il faisait du coton, il faisait, comment dirais-je, du vinaigre, donc beaucoup de produits qui sont utilisés par les Africains. Et comme j'allais régulièrement dans ces pays et tous les ans,
automatiquement se lie des relations amicales. Donc, il m'invitait chez lui, ses enfants étaient des copains, donc il faisait des cadeaux à mon épouse, donc voilà, et automatiquement, j'étais accepté par ces gens-là. Moi, je les ai acceptés et eux, ils m'ont accepté. Et il n'y avait pas du tout de mauvais esprit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'esprit colonialisme. J'ai jamais eu cet esprit-là et je le n'ai, à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai surtout pas. Parce que dès que je vois un Africain, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'aille dialoguer avec lui. Voilà, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie aussi de mon passé. Donc, et je suis très respectueux de ces gens-là. Très respectueux. Pourquoi? Parce que j'en ai connu beaucoup qui ont créé des groupes. J'ai connu des gens il y en a un, je cite aussi, qui ni lire ni écrire, milliardaire, 5e fortune, et on allait manger au restaurant, il ne remplissait pas son carnet de chèques. C'est des choses que j'ai vécues il y a 25 ou 30 ans, donc ces choses-là, je dirais, m'ont grandi un petit peu avec ce pays. Voilà. Puis il y a une autre chose qu'on ressent à travers ton livre, c'est ce besoin, ou ce désir plutôt, le mot il est plus adéquat, de transmission. Je prends comme exemple ta longère, votre longère à Torcy-le-Grand, en Normandie. C'est une maison, on va dire, familiale. Et c'est assez important pour toi d'imaginer que tes enfants, tes 2 garçons et ta famille puissent perpétuer ces moments Alors on en serait à, je crois, à la 4e génération. Donc c'est important ça. Ah, c'est très important pour moi. Comme je disais, je suis prêt à abandonner tout ce que j'ai, mais pas cette maison. Pourquoi? Parce que c'est une maison familiale. Mon père est né dans cette maison. C'était mes grands-parents qui l'avaient. C'était une ancienne ferme avec des dépendances. Et donc mon père a repris cette maison. C'était une longère, et donc qui était faite avec des murs en torchis, donc on l'a plus ou moins détruite, il l'a refaite dans les années 80. Et donc en 2008, lors du décès de mon père, j'ai repris cette maison, et d'ailleurs je suis très heureux qu'un de mes enfants aujourd'hui s'y trouve très bien et aime aller. Voilà. Puis alors il y a des rencontres, on va dire, culinaires qui ont l'air très sympathiques. On aime la table. La table, alors, oui. En tant que Normand, on aime la table. Voilà. Oui, mais c'est la table faite en commun. Il y a une cuisine faite en commun. J'aime et j'ai toujours aimé partager. Voilà. J'aime partager. J'aime donner, mais j'aime surtout partager avec des amis, partager un repas, partager une bonne bouteille de vin, et puis ces repas culinaires, c'est un peu l'idée de mon épouse, où on se retrouve entre copains, et les copains rentrent en cuisine, il y en a un qui épluche les légumes, l'autre qui fait la vaisselle, et d'autres qui font un bon gâteau, et il y a une bonne ambiance, et ça, je suis très attaché aussi à cela. Parce que j'estime que ça fait partie de la vie. Voilà, le psychanalyste Lacan, il lie le mot sérieux avec la série. Et alors il y a quelque chose de sérieux dans la série de la Sérénissime Venise, parce que oui, ça c'est tout un sujet, mais c'est passionnant parce que nous qui ne connaissons rien, alors pourquoi Venise est important pour toi, et surtout dans la durée, parce que c'est pas simplement d'aller faire un carnaval, c'est de s'inscrire dans dans ces fêtes, et puis de participer, ton épouse qui fait chaque costume, etc. C'est comment tu es tombé dans cette série sérieuse? Tout simplement parce qu'une année, c'était en l'an 2000 à peu près, oui, l'an 2000, je recevais chez moi ma sœur et mon beau-frère, et au cours du repas, il dit: tiens, cette année, on va au carnaval de Venise. Et, tu n'avais jamais été avant? Non, jamais. Et Nadine dit: oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez de la chance, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien participer, mais qu'est-ce que c'est que le carnaval, on voit ça à la télé, mais... Et puis, lorsque le repas s'est terminé, elle vient me voir, Nadine me dit: oh, tu vois, ils ont de la chance, ils vont à Venise et tout ça au carnaval. Je dis: écoute, je te le dis,
Bon, j'ai réservé Venise, on y va. Oui, mais bon, aller au carnaval de Venise, on connaissait pas. À ce moment-là, sans costume. Sans costume. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait vu des reportages à la télé. Il dit, bon, ben, on va essayer peut-être, je vais essayer soit d'en louer, soit d'essayer d'en faire. Alors, elle a pris des cours, où d'ailleurs, elle a commencé à faire des pyjamas pour voir, parce que la couture, elle ne connaissait pas du tout. Mais je pense que sa grand-mère, quand elle est décédée, qui était couturière, le jour où elle a fermé les yeux, je pense qu'il y a eu une transmission là aussi. C'est assez bon. Oui, ben, impressionnante. Voilà. Alors, oui, mais j'ai eu l'occasion de voir. Elle s'est mise à faire plus ou moins quelque chose de présentable pour la première année. On a dit on part avec ça et puis on verra bien sur place. Mais en étant sur place, c'était pas évident parce que il fallait connaître les codes. Parce qu'à Venise, il faut avoir soit des relations, si on va aller dans certaines soirées, parce qu'en fait, il y a deux types de carnaval. Il y a le carnaval, ce que j'appelle de la rue, avec des costumes intemporels, et il y a le carnaval des palais, dans lesquels on va, mais là, pour entrer dans les palais, il faut soit faire partie d'une association, ou avoir des relations pour... voilà. Et mais là vous avez poussé, on va dire, le sérieux de la série, oui, en entrant dans ces associations, et puis oui, en vous faisant accepter, et puis en persévérant sur chaque mois de... Oui, parce qu'on a eu la chance de rencontrer un personnage qui, à l'époque, s'appelait le comte de Targhetta, qui était une figure vénitienne, et qui, grâce à lui, en nous invitant chez lui, nous avait recommandé telle personne qui était en fait la présidente de l'association, et qui, par son intermédiaire, on a pu rentrer dans cette association et où chaque année on a, je dirais, on a participé à différents carnavals. Et en fait, ça a duré, je dirais, suffisamment longtemps. Pourquoi? Parce qu'on s'est pris au jeu, parce que on revient toujours à cette notion de partage, parce qu'on a commencé dans les premières années à se faire des amis, où on se retrouvait chaque année, des amis qui étaient dans des activités, à l'époque qui travaillaient, tout le monde travaillait, et dans des activités tout à fait différentes. Et c'est là où on a découvert en fait des personnes, que ce soit des avocats, que ce soit des docteurs et autres, qui n'étaient absolument pas des gens qui étaient dans la couture, ou très peu, mais qui faisaient eux-mêmes leurs costumes. Donc au bout d'un moment, Nadine, elle s'est dit, je ne vais quand même pas être ridicule, il va falloir que je m'y mette. Après ses cours, elle s'y est mise. Donc, et petit à petit, on se disait, on se revoit l'année prochaine. Si bien qu'à moi, à une époque, quand je quittais Venise, une année, je réservais déjà l'hôtel pour l'année suivante. Parce que, voilà, et on allait... Alors après, il faut dire aussi qu'on était, entre guillemets, connus, parce qu'on aimait participer à des reportages de télé. Tous les mardis à 13h, on se retrouvait sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi? Parce qu'on avait sympathisé avec ce très grand journaliste qui était Maurice Olivari, que j'aimais beaucoup, et qui nous avait pris dans son champ de caméra et qui nous retrouvait chaque année. Si bien qu'à la fin, c'était même les chaînes de télé qui nous appelaient en disant « Vous arrivez quand à Venise pour qu'on puisse vous filmer ?» Donc on jouait un peu les stars, donc on ne pouvait pas dire « Je ne viens pas cette année ». Donc voilà. Et puis alors, à ta retraite, ou un peu avant, je ne sais pas, il y a une passion, une passion aussi sérieuse, parce que, qui est la tienne, c'est la peinture. Je vais me lever pour montrer, par exemple, ces tableaux. Il y a toute une série de tableaux. D'abord, tu as décidé de faire ça sérieusement en prenant des cours, etc. Et puis c'est devenu, on va dire, quelque chose d'important dans ta vie. Alors, j'ai toujours, modestement, j'ai toujours eu, comme on dit, un coup de crayon. Voilà. Et lorsque j'étais en Afrique, la personne avec laquelle j'ai travaillé, malheureusement, quand je suis rentré en France, cette personne s'est tuée dans un accident de voiture. J'en parle dans mon livre. À Cuers, exactement, à côté de Toulon. Et donc,
son épouse avait lui avait une résidence à Gordes. Et un jour, j'ai voulu aller me recueillir sur sa tombe, parce que c'était un monsieur que j'aimais beaucoup. Parce que j'avais travaillé avec lui en Afrique. Et son épouse me dit, Fabrice, viens à la galerie. J'ai monté une galerie de peinture et tu verras, c'est marqué Galerie JCC, c'était le nom de son mari. Et j'ai des peintures africaines qui sont magnifiques. Et viens à la galerie. Et je vais à la galerie, je repère une peinture et je lui dis tiens, elle est très très belle cette peinture, mais le prix était aussi très très beau. Un prix assez excessif. Et donc j'ai dit eh bien, je vais essayer de faire une copie un peu de ce tableau, parce que je n'avais pas les moyens à l'époque de pouvoir m'acheter ce tableau. Donc je suis rentré chez moi, et puis j'ai commencé à acheter des pinceaux, des tubes de peinture, et puis je me suis mis à peindre. Puis, bon, j'ai fait une première toile comme ça, et puis après, 4 mois par an, j'étais dans les avions, j'avais pas le temps. Franchement, j'avais pas le temps. Et le jour, j'ai dit, quand on est monté à Paris, habitant Paris, j'ai dit, le jour où je prends ma retraite, je prends des cours pour essayer de me perfectionner. Voilà. Et donc, pour moi, la peinture, oui, la peinture est très, très, très importante pour moi, parce que ça me permet je dirais, sur la toile, alors là aussi je fais, si on peut dire des copies, mais je fais un peu de tout. Je fais des peintures africaines, je fais des peintures sur Venise, j'aimais bien au début, je faisais des peintures sur la Provence. J'aime bien. Je fais de la couleur, hein, vraiment de la couleur. Là, je suis en train de peindre une magnifique africaine. Une magnifique africaine, un tableau qui fait 1m20 de haut sur 80 de large, mais qui n'est pas dans le livre. Je suis en train de la faire actuellement. Mais pour moi, quand je suis face à ma toile et que j'écoute du Mozart... Je vais montrer cela quand même. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Lorsque je suis face à ma toile et j'écoute par exemple du Mozart, eh bien, ça m'inspire beaucoup et ça m'aide beaucoup pour peindre. Alors j'avais avant, je voulais terminer là-dessus, c'est magnifique. Je ne sais pas où il est, les costumes de Venise. Voilà, je vais juste... je vais terminer la dernière image, ça sera celle-là. Et puis, monsieur Fabrice Picard, un grand merci pour ce moment. Alors c'est moi qui te remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce livre. On n'a pas tout dit. Non, il n'y a pas tout dit. D'ailleurs, peut-être que s'il y a des gens qui veulent nous écrire, on pourrait avoir un exemplaire pour les amis, pour les amis de l'Index. Je termine avec cette petite image. Voilà.